Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alpes Décideurs, le magazine économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le voyez, nous avons déserté nos studios habituels, nous avons installé notre plateau à Corançon, à l'hôtel Les Clarines, dans le Vercors, un territoire que nous allons découvrir ensemble, un territoire d'histoire, un territoire de paysage et aussi un territoire d'économie. Avec moi pour m'accompagner, ma complice, notre expert Elsa Mignani. Bonjour. Bonjour Elsa, très heureux de vous accueillir. Directeur marché entreprise à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous nous expliquerez dans un instant comment définir ce territoire économique du Vercors. Notre plateau, je vous le disais, est installé à l'hôtel Les Clarines, à Corançon-en-Vercors, avec le tout nouveau propriétaire, un des propriétaires, René-Alexandre Escudé. Bonjour. Bonsoir Christophe. Merci Bonsoir de nous accueillir. Merci, c'est très gentil. Vous avez repris cette institution il y a quelques mois maintenant. Effectivement, on a repris cette institution, Les Clarines, au mois de mai dernier. On a terminé la saison d'été au mois d'octobre, le 16 octobre précisément. Et dans la foulée, on a tout de suite attaqué les travaux de rénovation de manière à effectivement montrer qu'il y avait une continuité, mais également un changement, tant au niveau des infrastructures, des corps et également de la cuisine. Je le disais, une institution, on ne peut pas louper les Clarines en traversant le village. Hein. Tout à fait, on est exactement à l'entrée du village. Et puis, c'est connu de tous les Grenoblois et d'ailleurs même de personnes qui viennent de très loin. Depuis plusieurs décennies, et votre objectif, c'est bien sûr de faire perdurer cette institution ici à Corançon. Voilà, le décor est planté. Je vous propose de nous retrouver dans un instant. On va s'installer en plateau et on se retrouve tout de suite. Et nous voici donc installés en plateau à l'hôtel Les Clarines ici à Corançon pour cette émission spéciale d'Alpes Décideurs consacrée au Vercors, un territoire entre tourisme, agriculture, artisanat, services, des entreprises qui maillent ce territoire de plus de 13 000 habitants. Dans un instant, nous évoquerons avec quelques chiffres la carte d'identité économique de ce territoire. Mais laissez-moi vous présenter nos tout premiers invités. Guillaume Ruel, bonjour. Bonsoir. Vous êtes un peu le régional de l'étape. On n'a que des régionaux de l'étape ici, mais vous êtes le président de la station de Villars-Corançon, de la société des remontées mécaniques. Aymeric Rochat est avec nous. Bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, jeune dirigeant de l'entreprise TP Rochalpes Travaux Publics à Méaudre. Et Régis Kahn, Aventure Nordique. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On apprendra à découvrir vos entreprises dans un instant. Avant cela, Elsa, quelques chiffres pour présenter ce territoire du Vercors. Une communauté de communes organisée autour de 6 communes, Autran-Méaudre, Lens, Corançon, Saint-Nizier, Angin et Villard-de-Lans. Une communauté de communes du massif du Vercors qui est pleinement installée ici au sein du parc naturel régional du Vercors et dont le poids économique est très important. Oui, tout à fait. Alors le Vercors, c'est quoi? C'est 6 communes, comme vous l'avez dit Christophe, mais c'est aussi un peu plus de 12 000 habitants répartis sur l'ensemble de ces communes, avec un peu plus de 1000 établissements, entreprises qui contribuent aujourd'hui à de la valeur créée sur le territoire et à de nombreux emplois. Le Vercors, moi je retiens aussi que c'est une dynamique entrepreneuriale, puisque c'est quand même une des particularités. Sur le Vercors, on a chaque année plus de 200 créations d'entreprises, ce qui à l'échelle de ce territoire est extrêmement important. Et puis j'ai envie de finir quand même sur un point important, c'est le cadre de vie, le rayonnement de ce territoire, qui aujourd'hui attire de nombreux habitants, mais aussi de nombreux touristes tout au long de l'année. Alors précisément, le poids du tourisme est important. Alors, tout à fait, le tourisme pour un territoire qui rassemble en moyenne 12 000 habitants sur l'année. En période touristique, on passe très largement au-dessus des 40 000,
ce qui est quand même assez conséquent. Et puis le tourisme, c'est de nombreux emplois de créer. On parle bien évidemment des activités directement liées au tourisme. On a aujourd'hui on a à peu près un quart des établissements, des entreprises qui sont directement liées aux hébergements, à la restauration, à l'hôtellerie, au sens le plus large. Et puis il y a tous les emplois indirects. Et donc là, effectivement, on peut considérer que c'est une très large partie de l'économie du Vercors. 1400 emplois touristiques très directement, et vous l'évoquiez évidemment, tous les emplois indirects qui sont induits par cette activité. Un territoire qui a la capacité de rayonner également sur la métropole de Grenoble et sur Saint-Marcellin, Romans, du côté de la Drôme. Des entreprises qu'on va apprendre à connaître. Je vous propose de découvrir nos premiers invités. Elles sont emblématiques, ces entreprises, pour certaines historiquement installées ici, pour d'autres beaucoup plus récentes. Guillaume Ruel, président donc, de la station de Villars-Corançon, la société d'exploitation Villars-Corançon, les remontées mécaniques, un territoire que vous connaissez parfaitement, hein. Vous avez grandi ici, vous y avez été moniteur de ski, vous êtes encore sapeur-pompier, vous avez été élu local, vous voilà aujourd'hui à la tête de cette société des remontées mécaniques. On ne peut pas parler du Vercors sans parler du ski. D'ailleurs, la saison est lancée, ça y est. Ça y est, on a ouvert ce week-end, donc pour les vacances de Noël. On est très heureux de pouvoir accueillir nos clients dans de bonnes conditions cette année. Ce n'est pas toujours le cas à Noël, mais cette année, en tout cas, on a de belles conditions en altitude. Donc, Alors avec vous, on parlait de Villars-Corançon, mais on peut parler de l'ensemble du plateau avec une parfaite complémentarité sur plusieurs sites, hein. On peut citer évidemment Autran-Méaudre, 200 km de pistes de fond, 35 pistes de ski alpin, Lens en Vercors, 35 km de ski de fond, 24 pistes de ski alpin. Même Saint-Nizier a sa piste de ski alpin, une petite piste pour les débutantes, dont le seul téléski est géré d'ailleurs par des bénévoles. Mais pour apprendre à skier, c'est idéal. Moi, c'est là-bas que j'ai commencé le ski. Alors, et puis évidemment, il y a votre domaine de Villars-Corançon. Quelques chiffres pour expliquer ce domaine de ski hiver. Alors, le domaine skiable, il s'étend sur 125 km de piste. On a 22 remontées mécaniques. Aujourd'hui, on emploie sur les remontées mécaniques environ 140 personnes l'hiver, une quarantaine l'été, hors restauration. Pour la restauration que nous gérons sur le domaine skiable, on emploie à peu près entre 30 et 40 personnes l'hiver. Donc ça nous fait environ 170 employés sur la totalité sur la saison d'hiver. Donc c'est assez important. La station Villars-Corançon est composée de 25 000 lits touristiques. Et sur ces 25 000 lits touristiques, on en a seulement 37% qui sont commercialisables. Le reste, c'est essentiellement de la résidence secondaire. Mais c'est le modèle sur lequel la station s'est construite dans les années 70. Alors on peut préciser que le nombre de nuitées est important, hein, 850 000 nuitées par an ici à Villars-Corançon, 40% de l'activité qui se fait l'été. Oui, tout à fait. 40% l'été, avec une clientèle essentiellement locale, française. On a seulement 5% d'étrangers qui viennent sur Villars-Corançon. Et notre clientèle, elle se situe au niveau de la vallée du Rhône, du bassin lyonnais et grenoblois. Alors on a un petit peu des étrangers, ils viennent essentiellement de Belgique, quelques Anglais, mais en tout cas c'est une clientèle qui est assez locale et autour de chez nous, parce qu'on a une zone de chalandise qui est importante, avec des grandes villes de proximité, 1h30 de Lyon, à peine 1 heure de Grenoble, 1 heure de Valence. Alors, on va beaucoup parler de l'hiver, évidemment. On a parlé des remontées mécaniques. On aurait pu parler du ski de fond. On est ici dans le temple du ski de fond, à 150 km de pistes de ski de fond à Villars-Corançon. 2 stades de biathlon. Il faut rajouter aussi le stade d'Autran, avec un sport qui monte en puissance. Donc voilà pour l'hiver. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à l'été, parce que cette diversification de la montagne 4 saisons, elle est en marche déjà depuis quelques années. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle depuis une bonne quinzaine d'années de diversification, mais nos anciens sur le Vercors l'ont compris bien avant. Dans les années 90, ils sont déjà aperçus que sur le plateau du Vercors, on ne faisait pas que du ski. C'est pour ça qu'à Corançon, un golf a été créé par tous les habitants, des actionnaires privés qui se sont dit bien évidemment que pour vivre l'été, il nous faut un golf. Il y a eu des activités qui ont été créées, comme le VTT, le parapente, l'escalade, le canyoning, la pêche et encore bien d'autres. Et le Vercors, bien évidemment que ce n'est pas que le ski, c'est une multitude d'activités. Mais il faut savoir que 90% de l'économie du Vercors est générée par le ski. Donc oui, il faut se diversifier, c'est une certitude.
Mais il faut sortir de notre zone de confort et aujourd'hui c'est très compliqué de sortir de cette zone de confort. Quand vous avez une saison sur 4 mois qui vous permet de vivre quasiment la totalité de l'année juste par une activité qui est le ski avec de la neige, donc oui on est météo dépendant, mais il faut sortir de cette zone de confort et aller chercher de l'activité pour se diversifier, c'est très 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 compliqué. Mais ce que j'entends aussi, c'est que l'activité et la richesse générée par le ski permet la diversification. Tout à fait. J'aime bien une phrase, c'est pas moi qui, elle n'est pas de moi, c'est le ski c'est fini, mais sans le ski tout est fini. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à un point où il faut qu'on parle de transition écologique, on parle d'empreinte carbone et c'est une évidence. Il faut qu'on protège notre montagne. Donc rassurez-vous, nous en tout cas pour notre part, le domaine skiable, on ne l'étendra pas. Au contraire, on va même plutôt essayer de rationaliser nos appareils, essayer d'être plus propre. De moins polluer visuellement notre montagne, de la soigner, cette montagne. On a envie de la soigner, on a envie de la garder, on a envie de la protéger pour nos enfants. Et du coup, on va se servir de ces 25 prochaines années, je dis 25 prochaines années, puisque les spécialistes, experts, météorologues nous disent qu'en dessous de 1500 mètres, en 2050, on ne pourra plus faire de ski. Donc c'est le moment de continuer à générer de l'économie l'hiver pour pouvoir inventer une nouvelle économie l'été. Alors précisément, on va parler de ce projet puisque la Société des remontées mécaniques de Villard-de-Lans a longtemps été ici entre les mains de la famille Huillier. Elle a été reprise il y a 2 ou 3 ans par Tony Parker, le basketteur, avec un objectif de diversification précisément, réussir à faire tourner cette station 10 mois sur 12 avec un projet phare qui est ce projet de complexe touristique sur Côte 2000. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, notre clientèle essentielle, c'est une clientèle journée. Et aujourd'hui, un séjour, une clientèle d'entreprise, de comité d'entreprise, une clientèle de groupe. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à sa demande. On ne sait pas les accueillir. C'est pourquoi, sur la Côte 2000, qui est pour nous un projet vertueux, puisqu'on va construire des parkings sur un parking et on va construire notre complexe hôtelier sur ce parking, justement. Sans étanchéifier, justement, une zone agricole. On pourrait sans problème aller sur un autre terrain agricole, on l'a, il est déjà constructible, il est derrière cette zone-là. Nous, on a fait le choix avec cette mairie-là de se dire, tant qu'à faire, on va construire sur ce parking parce que cette zone, elle est déjà étanchéifiée, elle est déjà goudronnée. Donc ce complexe hôtelier, il est composé de 132 appartements, 900 lits. Alors sur ces 900 lits, c'est 600 vrais lits et 300 lits d'appoint. Et surtout, un peu plus de 600 places de parking. Alors il y aura des parkings payants, mais il y aura une restitution totale des places de parking gratuites qui sont actuelles. Donc ce complexe hôtelier va nous permettre quoi? Va nous permettre de remplir nos ailes de saison. Aujourd'hui, notre clientèle journée nous permet de vivre comme il faut lorsqu'il y a de la neige et du soleil. Aujourd'hui, avec cette clientèle de séjour, on va pouvoir vivre au mois de janvier, au mois de mars, mais surtout au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Voilà, en développant des activités indoor notamment. Exactement, tout à fait. En plus de ça, on a bien sûr la création de commerce. Donc commerce, c'est de la location puisqu'il va falloir répondre à la demande de cette clientèle. Donc location, restaurant, mais aussi un bureau d'école de ski, un accueil pour l'office du tourisme et nous aussi nos caisses de remontée mécanique pour pouvoir accueillir comme il faut pleinement nos clients. Et du coup, à côté, un complexe indoor avec des activités indoor que je ne pourrais pas vous dévoiler ce soir parce qu'on est en train de le construire. Mais c'est très novateur. On a pris une société qui nous aide là-dessus et qui fait du benchmark dans le monde entier. Si vous ne nous en dites pas plus, alors on attend un petit peu. On attend un petit peu et l'année prochaine, on saura exactement quelles sont les activités qui vont être proposées dans ce centre indoor. En tout cas, ça va être chouette. Ouverture, c'est quand? 2025, 2026? Alors, ce serait normalement une programmation, un début de travaux pour 2024 et une ouverture 2025 ou 2026. Oui. Merci beaucoup. Effectivement, on voit ce véritable défi de la moyenne montagne, 4 saisons pour, vous nous l'avez dit, transformer les journées en séjours. Effectivement, ça change le modèle économique et ça permet de gommer la saisonnalité et les caprices de la météo. Je vous propose d'enchaîner avec un autre invité, Régis Kahn. Régis Kahn, vous avez créé Aventure Nordique il y a quelques années. Vous êtes un passionné, aventurenordique.com précisément. C'est un magasin qui est spécialisé dans la vente en ligne de matériel dédié à l'itinérance, en particulier le trek, la randonnée, le ski de rando nordique. Oui, donc l'itinérance, ça désigne l'itinérance, c'est-à-dire de partir sur plusieurs jours,
dans une façon non motorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous, on est spécialisé dans le bivouac, le matériel du bivouac, la tente, le sac de couchage, la randonnée. En fait, tout le matériel qu'un voyageur, qu'un randonneur, qu'un skieur, que quelqu'un qui va partir en vélo ou à cheval va pouvoir utiliser pour passer une bonne nuit, pour pouvoir bien randonner. Donc on développe du matériel assez technique pour cette itinérance. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on trouve sur votre site? Ben, on trouve des équipements qui répondent aux besoins des pratiquants. C'est du matériel qu'on va sourcer en France, à l'étranger ou à l'autre bout du monde, qui est peu ou pas présent chez nos confrères. Et c'est par exemple des tentes de randonnée, du matériel, des réchauds. Mais on a une large sélection, on est très spécialisé en fait sur ces équipements. On n'est pas généraliste, on est très spécifique. Et c'est vrai vêtements techniques, des vêtements, pas trop. Vêtements techniques, on pourrait avoir, on a certains vêtements, mais par exemple, on n'est pas très spécialisé sur les vêtements, mais on va faire des touches, par exemple sur des doudounes qui sont fabriquées en Europe, en Pologne, en République tchèque. Et là, on va vraiment chercher des produits haut de gamme, mais pas au sens du haut de gamme pour être vu, mais pour être vraiment dans une fonction technique, dans des conditions soit engagées, soit pas forcément, mais pour un usage durable. Parce que l'itinérance veut dire qu'on part sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs... ça peut être un voyage au long cours. Et là, on a nécessité d'avoir un équipement qui tient dans le temps. Fiable, évidemment. Ouais. On évoquait avec Guillaume l'activité et le tourisme 4 saisons. Précisément, l'itinérance, c'est 4 saisons. Alors, l'itinérance, c'est complètement 4 saisons. Puisqu'en fait elle se décline à toutes les saisons. L'hiver, nous on est spécialisé dans le ski de rando nordique, qui est un ski sauvage, un ski d'évasion, qui nécessite en fait simplement d'avoir envie d'aller traverser, explorer, découvrir un territoire. Mais cette rando nordique, après, elle peut se transposer sur d'autres activités, sur le vélo, sur la randonnée, sur la marche. Le tout, c'est d'être dehors et d'avoir la curiosité de se dire je vais explorer un territoire. Je vais passer de refuge en refuge, mais je vais aussi passer de village en village, ou alors sur des territoires qui sont complètement inhabités. Par exemple, je pense ici, on a un beau territoire qui est évidemment les hauts plateaux du Vercors, mais il y a d'autres endroits où on peut faire de l'itinérance, des endroits qui sont plus habités, et notamment sur cette partie du Vercors Nord qui est dédiée à ça. Oui, alors précisément, vous avez le projet de vous installer ici dans le Vercors, d'installer votre activité ici, qui est le terrain de jeu idéal pour l'itinérance. C'est le terrain de jeu idéal, été-hiver. C'est aussi dans notre ADN, puisqu'en fait, on est étroitement lié au Vercors, puisque moi, j'ai développé, en fait, et j'ai essayé aussi depuis des années de faire la promotion de la rando nordique et la promotion du bivouac. Donc, il était tout naturel de s'installer ici. Ça a du sens, évidemment, pour notre entreprise, mais je crois que ça a du sens pour le Vercors, parce qu'aujourd'hui, nous, on va faire venir une clientèle locale ou nationale, et qui est intéressé évidemment par nos produits, mais surtout qui est intéressé, et c'est ça pour moi le plus important, parce que l'équipement, ça reste le superflu. C'est l'équipement, il sert simplement à aller dehors, à aller explorer, à aller voyager. Et nos clients, ils seront intéressés pour venir nous voir, ils vont venir dans un écrin, ils vont se dire waouh, c'est super beau, je l'espère dans un beau bâtiment, et ensuite, ça sera la bonne excuse pour aller faire de la randonnée à ski, à vélo et l'inverse, c'est aussi valable. Ce nouveau bâtiment, on le voit ici, il sera à Lens, évidemment en bois. On reparlera de la construction bois un peu plus tard dans l'émission. Oui. C'était indispensable de pouvoir développer cette activité ici au cœur du Vercors et de développer notamment ce showroom qui va attirer certains de vos clients. Alors c'est un vrai choix d'entreprise qui a posé aussi des questions. Mais effectivement, nous on est spécialisé dans la vente en ligne, donc c'est ce qu'on appelle d'être des pure players. Ceci étant, on a toujours eu une proximité avec nos clients. D'ailleurs, moi, je ne les appelle pas les clients, je les appelle les clients pratiquants. Parce qu'à la base, je suis un pratiquant et je suis devenu un chef d'entreprise. Mais nos clients, ils sont comme nous. En fait, la seule différence, on pratique, mais on a transformé notre passion en activité. Et c'est vrai que comme on a du matériel technique, ça nécessite une explication. Ça nécessite en fait pas qu'une explication, plein d'explications sur la conception, sur l'utilisation, peut-être aussi sur la provenance des produits, comment ils ont été sourcés, comment ils ont été fabriqués. Et puis c'est vrai que comme c'est des produits techniques, on va dire de moyenne à haut de gamme, qui encore une fois répondent à un usage dans la durée.
eh ben, il faut l'expliquer. Et du coup, le showroom, il sera là pour qu'on puisse développer notre expertise. Et c'est hyper intéressant en fait, d'avoir cet échange avec les pratiquants. Et puis l'avantage, c'est que peut-être vos clients qui viendront dans le showroom ici resteront sur le Vercors et profiteront de l'itinérance ici sur le plateau. Oui, et puis c'est une façon de développer le tourisme différemment. Je tiens aussi, j'ai à cœur de participer à la vie économique de mon territoire. Moi, j'habite sur ce territoire et c'est participer à la vie économique, la vie sociale, parce qu'on va venir implanter en fait des emplois. Aujourd'hui, on est 5 employés à temps plein. Donc, c'est des personnes qui, au lieu de descendre dans la vallée travailler, ils vont venir ici sur des emplois toute l'année. Et puis, c'est aussi participer à la vie avec la vie touristique, c'est-à-dire avec les socio-économiques, avec les acteurs de la CCMV. Et ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on va au-delà de juste vendre du matériel, on est au-delà de juste, il y a simplement un magasin qui vient s'installer, mais c'est vraiment participer à cette vie en organisant des manifestations. Aujourd'hui, on est déjà partenaire par exemple, du festival du film de montagne. Et du coup, c'est vraiment d'aller au-delà de l'aspect équipement. Participer à cet écosystème dont on parle si souvent dans cette émission. Le Vercors, une terre où on investit. C'est le cas aussi d'Aymeric Rochat. Bonsoir Aymeric, jeune dirigeant de l'entreprise Rochat Alpes Travaux à Méaudre. Vous avez une trentaine d'années. Pas question pour vous de créer votre entreprise ailleurs que sur le Vercors où vous avez grandi. Une entreprise de travaux publics, un secteur qui vous passionne depuis tout petit. Oui, tout à fait. J'ai baigné dedans, on va dire, très jeune. Je m'y suis attaché et j'ai voulu créer ma société assez rapidement. Une belle entreprise. Alors vous avez aussi été champion de France de conducteur d'engin. Oui, tout à fait. On ne savait même pas que le championnat de France existait, mais félicitations, 2 fois en plus. Oui, 2 fois. Oui. C'est pas trop médiatisé, mais on va dire que dans notre milieu, c'était un peu connu déjà. Vous avez fait votre formation à Montalieu en Isère et votre apprentissage en alternance dans une entreprise de Méaudre. En avril 2017, vous avez créé cette entreprise, donc c'est tout récent, une entreprise qui a bien grandi puisque vous avez déjà aujourd'hui 13 collaborateurs avec vous, hein, oui, 13 compagnons. Tout à fait. En 2017, j'ai voulu créer mon entreprise. J'ai commencé seul pour prouver ce que je savais faire, me faire un nom. Et ça a duré quand même 3 ans pour arriver à être connu. Et après, j'ai eu besoin d'employés. 13 salariés. Vous avez repris en juillet dernier une entreprise qui était en transmission à Rancurel. Oui, tout à fait. Le dirigeant partait à la retraite et c'était pour lui une évidence que ce soit moi qui reprenne. Donc les salariés ont voulu me suivre et ont eu l'envie de me suivre aussi, qui était très important. Et j'ai repris son activité, on va dire, identique à ce qu'il faisait avant. Une activité qui était en plus parfaitement complémentaire à celle de votre entreprise. Du coup, ça a élargi votre champ d'action. Oui, tout à fait. Nous, on avait déjà un champ d'action très large parce qu'on aime faire les choses bien et faire des choses complètes. Donc, on partait d'un terrassement de maison jusqu'aux aménagements. Et puis, de plus en plus, on va jusqu'au bout des aménagements. Si on nous demande d'engazonner, on engazonne. Des plantations, on plante. Et c'est vrai que là, ça élargit encore plus notre champ d'action dans tout ce qui est travaux forestiers, travaux environnementaux, tout ce qui est assainissement individuel. Et ça complète vraiment notre offre. Et comme on aime vraiment ça... En tout cas, ça a bien complété toute l'activité. Oui. Vous avez tout le champ d'activité. L'activité de l'entreprise se fait à 80% sur le territoire du Vercors. Oui. Alors, un petit peu sur Grenoble, un petit peu du côté de Saint-Marcelin. Oui, tout à fait. On profite, on va dire, des beaux jours pour concentrer notre activité sur le Vercors. Après arriver la saison d'hiver, on est un peu limité sur le plateau, donc on descend un petit peu dans la vallée pour compléter. Bon, une belle réussite en très peu d'années, hein, une belle réussite que vous avez essentiellement basée grâce à votre réputation. Le bouche à oreille a été important. Oui, on n'a pas le choix que de faire quand même un petit peu de pub sur les réseaux et tout, mais notre principal
force, c'est le nom qu'on s'est fait, la réputation qu'on a, et que les gens parlent de nous en bien. C'est un gage de sérieux, évidemment. Alors une entreprise qui demande aussi, c'est une spécificité de votre métier, des gros investissements pour acheter du matériel qui coûte très cher. Oui, la moindre machine coûte énormément d'argent. Donc c'est vrai que quand on démarre, j'ai eu la chance que les banques puissent me suivre dès le début. Après, c'est un combat de tous les jours, hein. On se bat pour gagner. Là aussi, la réputation aide à convaincre les banques, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, c'est un tout, hein, une fois que la banque entend parler de nous en bien, ils ont plus tendance à nous suivre. Félicitations Aymeric, en tout cas, parce qu'en quelques années à peine, arrivé à une quinzaine de salariés, une entreprise qui est maintenant bien implantée ici dans le Vercors et qui commence à grignoter des parts de marché dans la plaine. Félicitations, c'est une très très belle réussite. Elsa, certaines entreprises nécessitent de lourds investissements. On le voit avec Aymeric. À la veille de cette année 2023 qui s'annonce quand même assez particulière, est-ce qu'on a des conseils, des points de vigilance à donner en matière financière ? Alors, déjà, moi, je reviendrai juste sur un point, c'est qu'à l'aune des témoignages qu'on vient d'entendre, on perçoit de nombreux projets de développement, des projets d'aménagement du territoire. Et je crois qu'on peut s'en réjouir puisque c'est précisément ces projets qui vont contribuer à la dynamique économique, sociale, environnementale que l'on évoque depuis tout à l'heure. La bonne nouvelle aussi, c'est que globalement, en France aujourd'hui, quand on regarde 2022, avant de se projeter sur 2023, on a une dynamique de financement qui reste importante, malgré cette période d'incertitude. Donc c'est un point d'appui important. Bien évidemment que depuis cet été, et ce serait se voiler la face que de dire qu'il n'y a pas des difficultés, les entreprises sont confrontées à une consommation de leur trésorerie et donc à une gestion qui nécessite d'être encore plus rigoureuse, encore plus exigeante, et ça nous challenge finalement, hein, encore une fois individuellement et collectivement. Mais sur 2023, nous à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et je crois que c'est notre rôle en tant que banque régionale, on reste optimiste. Bien évidemment, on fera preuve de prudence parce qu'on se doit l'être et c'est le sens des responsabilités qu'on doit avoir en tant que banque régionale coopérative. Mais la tendance est quand même là, elle est positive, la résilience des entrepreneurs est importante. Donc moi j'ai envie d'avoir un message d'optimisme avant tout. Mes points de vigilance, bien évidemment qu'il y en a. Le meilleur conseil que je puisse donner aujourd'hui aux entrepreneurs, c'est celui de l'échange, celui du partage avec les différentes parties prenantes, notamment leurs banquiers, l'échange sur leurs éventuelles difficultés financières pour pouvoir ensemble anticiper au maximum des éventuels besoins de financement complémentaire. Et c'est dans la communication de qualité complète, régulière, qu'on arrivera à trouver les solutions adaptées à leurs problématiques. Et puis le dernier point quand même, c'est la communication extra-financière, qui vient en complément de la communication financière, parce qu'elle est importante. On voit bien l'exigence collective que nous avons au sujet de la RSE, des enjeux environnementaux, et donc il convient collectivement qu'on puisse appréhender ces sujets-là et communiquer autour du virage qui est en train d'être pris, et ce sera un point d'appui aussi pour nous en tant que banquiers. Merci Elsa pour ces précisions. Merci messieurs pour vos témoignages. Une émission spéciale d'Alpes Décideurs enregistrée ici à l'hôtel Les Clarines à Corançon. Une émission spéciale consacrée à ce plateau du Vercors si riche. Je le disais, un territoire de paysage, un territoire d'agriculture, un territoire d'histoire et aussi un territoire d'économie. Émission enregistrée au coin du feu dans ce territoire absolument magnifique. Avec Pierre Strève, je vois Pierre Strève qui nous a rejoint, qui est dans la salle, le président de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous a rejoint. Je crois que Sophie Sidos est également avec lui. Voilà, je reconnais Sophie Sidos, la présidente du MEDEF en Isère, alors que nos deux invités suivants nous rejoignent sur le plateau pour cette émission spéciale d'Alpes Décideurs, émission durant laquelle on met en valeur ce territoire de passion qu'est le Vercors. J'ai le plaisir d'accueillir, bonjour messieurs, merci de nous rejoindre, Paul Faure, bonsoir, président de Vercorlais, oui, et John Sauvageon, qui est un constructeur spécialisé dans la construction ossature bois, charpentier. On va faire votre connaissance dans un instant. Paul Faure, producteur laitier à Autran, au GAEC des Sapins Verts, président de cette coopérative Vercorlais dont on va parler.
L'agriculture très très importante, hein, 4% des emplois du territoire, mais une mission qui va bien au-delà, hein, notamment on pense aux paysages qui sont ici, pas le fait du hasard. Tout à fait, je représente la coopérative Vercors-Lait, mais il n'y a pas que le lait dans le Vercors. Il y a l'élevage ovin, bovin, équin, si vous voulez. Si notre Vercors il est si beau aujourd'hui, c'est que les alpages qui sont disséminés dans toutes les crêtes du Vercors sont utilisés et exploités tous les étés. Donc c'est ça la richesse de notre agriculture. Parmi les formidables réussites économiques de ces dernières années ici, il y a donc Vercors-Lait, cette fameuse coopérative agricole de transformation fromagère. Elle date de 1956, mais elle est pilotée par des agriculteurs, pour des agriculteurs depuis 2003. Tout à fait. Les agriculteurs en 2003 ont décidé de prendre leur destinée en main. C'était un petit peu un cas atypique en France, c'est de racheter au numéro 1 mondial, sans citer, une laiterie, pour pouvoir vraiment prendre corps et âme cette production laitière qui se fait dans le Vercors. Donc on s'est regroupé et aujourd'hui on gère de la production laitière à la ramasse, à la transformation et à la gestion de toute la commercialisation de nos produits finis. Voilà, se mettre ensemble pour mieux gérer l'ensemble de la filière. Voilà, c'est pas simple parce que quand vous avez 60 personnes autour de la table, c'est pas évident. Mais la passion de l'agriculture et la passion de notre Vercors fait qu'on a eu envie de vraiment de serrer les coudes et de faire des choses ensemble. Ça n'a pas été simple, les premières années ont été un peu compliquées, mais on a des élus aussi qui ont été derrière nous à un moment qui était difficile. Mais on y arrive, ça continue sur de bonne voie. On vous voit au volant du tracteur là, et on voit l'entretien des paysages dont on parlait tout à l'heure, hein. Alors Vercors-Lait collecte quotidiennement, vous le disiez, hein, le lait de vache, notamment pour le fameux bleu du Vercors Sassenage. Tout à fait, le bleu du Vercors, c'est une AOP qui a été obtenue en 1998. Au départ, c'était tout petit, c'était une centaine de tonnes. Aujourd'hui, avec le travail de tout le monde, c'est 450 tonnes de produits donc commercialisés au niveau national, 400 tonnes à la coopérative, 50 tonnes chez les producteurs fermiers. Donc la coopérative aujourd'hui, c'est 32 exploitations. On travaille aussi bien du lait biologique sur 11 exploitations. On en collecte 1 700 000 litres et on fabrique aussi 4 millions de litres de lait conventionnel. Alors il y a le bleu du Vercors, on va y revenir, hein. Il y a d'autres produits qui sortent de Oui, Vercors-Lait, hein. Tout à fait, ce qui a fait la force de nos produits, c'est aussi qu'on fait de la raclette. La raclette, donc, on fait la raclette nature, on a fait de la raclette au piment d'Espelette, parce qu'on fait des produits qui ont le vent en poupe aujourd'hui, on fait de la raclette fumée, on fait des tomes. Tout ça fait qu'on propose... 600, ça fait combien 600 On fait 700 tonnes de produits. Voilà, 700 tonnes de produits, 6 millions de litres collectés chaque année. Voilà, c'est ça. Ça paraît beaucoup, mais c'est énormément petit au niveau national. Mais bon, à l'échelle du Vercors, c'est beau. Hein. C'est quand même 55 producteurs. Alors 55 producteurs, des salariés. Et 43 salariés aujourd'hui qui sont sur la coopérative. Quand on a commencé, c'était une douzaine, donc on a fait progresser 30 emplois. On a une filiale aussi qui gère 2 magasins sur la Drôme et sur l'Isère à Cessin et Saint-Paul-les-Romans. C'est 15 personnes supplémentaires qui sont là pour aussi commercialiser nos produits. Donc, en dehors de nos produits, on commercialise aussi tous les petits producteurs, produits finis, de la chèvre, de la brebis, des laitages, des glaces. Des vrais magasins de producteurs. Voilà, des produits des territoires. Vercors-Lait, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est important. Oui, c'est une belle progression. On a commencé doucement, mais aujourd'hui, on a une belle croissance. Par contre, le petit bémol qu'on a aujourd'hui, notre croissance, elle est limitée à cause de problèmes de main-d'œuvre. Donc ça, demain, il va falloir arriver à faire comprendre à nos élus qu'il faut qu'ils nous aident à pouvoir embaucher. Parce que quand vous êtes obligé de fermer un magasin, que vous n'avez pas assez de personnel en pleine saison, ça fait mal au ventre. Et ben, l'appel est lancé, du coup, voilà. Profitez-en. Oui. Aux élus et aux personnes qui voudraient travailler avec vous. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, nous, sans cesse, on recherche des employés, que ce soit dans la vente, dans la fabrication, même au niveau chauffeur. Voilà, enfin, une multitude d'emplois qui sans cesse à la recherche. Et on comprend bien toute la filière que vous représentez.
Vercors-Lay, c'est aussi du coup des investissements importants. Récemment, en 2017-2018, 4 millions d'euros d'investissement pour une chaîne d'emballage et d'expédition. Tout à fait, on a eu la chance et l'opportunité avec le département et la communauté de communes de pouvoir moderniser notre outil. Le département nous a accordé une aide au niveau plan d'investissement de plus d'1 million d'euros, ce qui est important. Mais sans cette aide du département, on n'aurait jamais pu y arriver. Parce que bon, on a beau dire, le monde paysan, on a l'impression qu'on est assisté, mais sans cet assistanat, on n'y arriverait pas. On n'est pas là pour pleurer misère, c'est qu'on est obligé de passer par là et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. D'autant que la croissance de l'entreprise se poursuit, il y a de nouveaux des investissements qui sont en cours. Tout à fait, la force des choses fait qu'aussi on a des matériels qui arrivent à devenir un peu usagés et vieux. Donc l'année prochaine, on va investir 1 300 000 € sur le traitement du lait, sur le stockage du lait, pour les 30 prochaines années, nous soyons tranquilles et on aura un outil qui sera hyper performant pour les jeunes qui arrivent dans le Vercors, pour prendre la suite de nos exploitations. Un véritable projet de territoire. On évoque ce territoire important, on le voit en matière de création d'emplois locaux, pour le maintien des agriculteurs, pour la juste rémunération des agriculteurs, pour l'entretien des paysages. Alors on vous retrouve toutes les années au Salon de l'Agriculture. Et puis évidemment, il y a la fameuse fête du bleu du Vercors-Sassenage, toutes les années, qui rassemble toute la filière, tous les partenaires. Et ça, c'est la chance qu'on a eue, c'est la chance que le parc nous a donnée aussi, c'est de pouvoir se mettre pendant un week-end, fêter le Vercors, fêter les produits du Vercors, mais c'est avant tout fêter l'AOP Bleu du Vercors. Et ça fait 22 ans Là, on est en train de préparer la 22e édition qui sera à Villard-de-Lans le 29 et le 30 juillet, sur le plateau de Bois Barbu, donc qui sera une première aussi. Et je dirais que c'est une réelle chance parce qu'on accueille 25 000 personnes en 48 heures. C'est énorme. On vend 2 tonnes de bleu du Vercors. Et puis, voilà. Et puis on fait la fête. C'est la fête. Et par ce biais-là, on fait voir aussi à la région entière et au monde entier qu'il y a un savoir-faire et il y a une réelle envie. Et il y a aussi surtout beaucoup de jeunes. On a des graines d'éleveurs qui sont derrière et ça, c'est ce que beaucoup de régions essayent de faire et qui n'y arrivent pas. Nous, on ne va pas dire qu'on y arrive, mais on est en bonne voie. Pour préparer l'avenir, vous le disiez. Puis en plus, ça sera les 20 ans de la reprise de Vercors-Lay par les agriculteurs. Donc une grande édition. On a noté 29 et 30 juillet prochain à Villard-de-Lans. Cette fête du bleu du Vercors-Sassenage qui est finalement tout le symbole de cet écosystème qui travaille ici ensemble. Et d'ailleurs, vous avez fait travailler John Sauvageon sur le site de Vercors-Lay. John qui est... oui, alors on va voir quelques images d'ailleurs, je crois, de ce travail que vous avez fait sur la coopérative de Vercors-Lay. Un immense bâtiment sur lequel vous avez travaillé, Ossature-Bois, bâtiment emblématique ici. Oui, c'est un bâtiment de 1000 m² en bois du Vercors. C'est un appel d'offres, on avait répondu ça pour la communauté de communes. Et ce bâtiment a été réalisé dans nos ateliers de Corançon. Alors on va faire un petit point sur votre parcours. John, vous êtes un passionné, fils de forestier, menuisier, charpentier, même si au début vous avez commencé par l'ébénisterie. Oui, c'est ça. J'ai passé un CAP d'ébéniste et j'ai fait un tour de France à la Fédération compagnonique pendant 7 ans. Et je suis revenu m'installer sur le Vercors en tant que menuisier, charpentier, constructeur bois. Oui, parce que dans votre parcours, vous avez découvert l'ossature bois et tout ce que ça permettait. Oui, moi j'ai découvert, c'était pas ma branche, mais j'ai voulu utiliser le bois en totalité, pouvoir faire des bâtiments entiers de A à Z. Et vous vous êtes rapidement rendu compte ici dans le Vercors qu'on pouvait créer ou recréer une filière totale finalement, de l'arbre de la forêt jusqu'à la maison construite en bois. Il a fallu notamment recréer une scierie. Oui, exactement. Quand je me suis mis à mon compte en 2004, il y avait une seule scierie sur le plateau du Vercors et c'était Monsieur Mazet, il travaillait tout seul et il n'arrivait pas à produire pour tout le monde. Et donc nous, ça nous faisait rager d'aller chercher du bois loin alors qu'on en a autour de chez nous
Mon père, exploitant forestier, il pouvait nous fournir. Et donc on a monté une petite scierie quand on a refait notre atelier à Corançon. Et donc on produit tout le bois qu'on utilise. On fait des projets à pratiquement 100% bois du Vercors. Alors votre entreprise, vous le disiez, ici à Corançon, aujourd'hui c'est quoi? C'est une vingtaine de compagnons avec vous? Oui, c'est ça. L'été, on est une vingtaine. Et l'hiver, on va descendre à 15 personnes. Des scieurs, des charpentiers, des menuisiers. Pour faire quel type de bâtiment? On voit quelques réalisations, on a vu quelques réalisations à l'image. Ça peut être la maison individuelle, ça peut être la coopérative Vercorlais. Quel type de bâtiment on peut faire en ossature bois? Alors, nous, on fait tout ce qu'on peut faire en bois. C'est-à-dire qu'on fait des maisons individuelles, on fait des bâtiments collectifs avec plusieurs appartements, on fait des bâtiments publics, on fait du gros privé, on fait des restaurants, on a fait des hôtels. Un immeuble à Grenoble. On a fait un immeuble à Grenoble, 4 étages, en structure bois. Un immeuble participatif. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite quand on construit en ossature bois? Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est passionnant. Et alors, vous travaillez, on parlait de l'écosystème, vous travaillez aussi avec toute une série de professionnels. On pense évidemment aux architectes qui de plus en plus font appel aux matériaux bois. Oui, les architectes, ils ont développé une sensibilité et une intelligence constructive d'utiliser les ressources qu'ils ont à côté. Et donc, quand on va construire sur le Vercors ou en Isère, même à Grenoble, il y a tout ce qu'il faut autour de chez nous. Et donc, notre démarche les intéresse beaucoup et on est pas mal sollicité. Ouais. John, pour vous, c'est vraiment la philosophie de votre métier. C'est de dire, la matière première, elle est là, on doit l'utiliser et utiliser celle-là d'abord et ne pas la gâcher, ne pas la gaspiller. Vous dites, dans un arbre, rien ne doit être perdu. Oui, exactement. Nous, on utilise au maximum ce qu'on peut. Déjà, dans notre entreprise, on va scier, donc il y a de la sciure. La sciure, on la utilise, on la donne à des paysans qui vont s'en servir de litière pour les animaux. Les écoins, on va les broyer pour faire du bois énergie. Nos déchets de menuiserie, donc c'est aspiré, ça part dans notre chaufferie où on chauffe l'atelier et on fait sécher le bois avec aussi. Et le surplus, on fait des briquettes de bois compressé qu'on vend à un boulanger bio qui fait cuire du pain avec. Et on essaye aussi de placer nos produits, même là où ils n'étaient pas prévus. Par exemple, Vercorlais, sur l'appel d'offres, toutes les poutres devaient être en lamellé collé. Et nous, on a montré par une étude que notre bois, on a réussi à le dimensionner en conséquence. Et donc, les centaines de mètres cubes qui devaient être en lamellé collé, donc retransformer, rajouter de la colle, et ben, on a réussi à l'utiliser sur place, moins de transport, moins d'énergie. Voilà. C'est formidable quand je vous entends. Je ne vous vois pas vous installer ailleurs que dans le Vercors. Qu'est-ce que vous trouvez ici, dans ce terroir, dans ce territoire? On a tout ici, dans le Vercors. On a un paysage. Le matin, on se lève, on regarde, on ouvre les yeux. On a les montagnes en face de chez nous. Il y a une activité, une réelle économie. Donc, nous, 90% peut-être de notre travail se fait sur le plateau du Vercors. Et on est bien, ouais. C'est super. On a tout ici. Merci infiniment de vos témoignages, messieurs. Le Vercors, un territoire d'histoire, de paysage, un territoire d'économie et de passion. Vous avez parfaitement réussi à nous la transmettre. Des passionnés qui nous ont reçus aujourd'hui, c'est ce qui rassemble nos témoins. Tout à fait. Alors, c'est vrai que sur le Vercors, il y a tout. Et l'exemple qu'on a eu là autour de l'économie circulaire, je trouve est quand même assez fabuleux. Il y a de l'innovation, il y a du savoir-faire, il y a de l'envie, il y a de l'audace. Donc tout ça m'amène à être encore plus optimiste que je ne l'étais, Christophe. Merci beaucoup, merci Elsa, merci à tous nos invités, merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation, d'avoir accueilli Alpes Décideurs pour cette émission spéciale consacrée à ce territoire formidable qu'est le Vercors, une émission enregistrée ici à l'hôtel Les Clarines à Corançon. Merci infiniment à toute l'équipe pour son hospitalité. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir Alpes Décideurs sur internet télégrenoble.net. À très vite pour de nouvelles aventures.
C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.